Hello. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, nous sommes en direct de Washington. Je suis Ella Lazarti de l'USAID. Je travaille dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Merci de nous rejoindre pour ce premier séminaire consacré au financement et aux tarifs. Nous allons parler de la démystification des tarifs avec le bon, la brute et le truand. Nous allons voir des exemples pratiques pour comprendre l'économie des tarifs dans des contextes urbains et ruraux. Nous parlerons de trois volets. Les, la moche réalité, le manque de d'incitation et des exemples de pays dans différentes parties du monde qui ont appréhendé la question et qui ont réussi, comme le Rwanda, le Burkina Faso, les Philippines et le Kenya. Et ce webinaire va tenter d'apporter différentes perspectives parmi les opérateurs publics, privés et les différentes agences de développement. Nous attendons avec intérêt les discussions et vos questions. Tout d'abord, des commentaires d'introduction. Tout d'abord, de la part Diane Terrast, qui a pu développer des services en France et dans différents continents. Elle était récemment la présidente de l'Association internationale pour l'eau. Diane, vous avez la parole. Je vais parler français puisque ce séminaire est en anglais et en français. Pour une fois, je vais profiter de ma langue native pour expliquer surtout sur un sujet important, compliqué, la tarification, mais fondamental quand on parle de finances des services publics ou privés, enfin, en tous les cas des services d'eau, des utilities de l'eau. Je suis vraiment très contente de lancer un peu ce sujet parce que, comme je le dis, il est très important. Et la tarification est probablement un des sujets les plus compliqués, pas forcément très bien abordé aujourd'hui. Et donc, c'est important de développer une expertise, des échanges sur ce sujet. La tarification est complexe parce que finalement, elle cherche à régler trois objectifs qui peuvent être très différents, voire emmener vers des choses différentes. Le premier objectif assez évident, c'est que le service des eaux puisse être économiquement viable à long terme, pas seulement à court terme, mais à long terme. Et donc ça, c'est important, sinon on mène petit à petit au désastre et à des difficultés. Et il y a beaucoup d'exemples malheureusement sur ce sujet. Le deuxième objectif de la tarification, et qui est de plus en plus important et qui a été souligné récemment, c'est qu'il faut que les usagers puissent payer ce service. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais la affordability, et qu'ils soient capables. Et donc la tarification doit prendre en charge aussi cet aspect que tout le monde puisse avoir accès à l'eau, quels que soient ses moyens économiques. Et le troisième objectif, très important aussi, et de plus en plus important, c'est l'efficacité environnementale dans un monde dont on sait que les ressources en eau vont diminuer. Et donc une tarification mal adaptée peut entraîner vraiment une façon différente, ou en tous les cas une mauvaise appréciation, et peut-être dangereux. Donc ce sont trois objectifs, et je vais revenir dessus pour lancer un peu le débat et structurer peut-être les différents sujets. Alors, l'équilibre économique du service, c'est vraiment important, et le principe que ce soit le consommateur qui paye la facture d'eau est un principe assez fort et très certainement important parce que les services publics, les États, les collectivités locales n'ont pas forcément les moyens, elles ne sont pas riches pour pouvoir subventionner et faire en sorte que l'eau soit gratuite. Et ça a été tranché sur ce sujet. Il faut que le consommateur paie.
et participe en tous les cas à ce service, qui est un service important. Avoir de l'eau chez soi, à domicile, c'est un vrai service. Et donc ça, c'est un principe important. Le principe de payer, bien sûr, veut dire aussi que, et ça a été rappelé par la résolution des Nations Unies, c'est qu'il y a tout de même le droit à l'eau. Et ce droit à l'eau ne dit absolument pas que l'eau doit être gratuite. Il dit que tout le monde doit pouvoir avoir accès à l'eau, que tout le monde doit avoir les moyens de l'avoir, donc déjà les moyens techniques que l'eau arrive. Et ça, c'est important parce que sinon, on n'est pas dans un système d'égalité et tout le monde n'a pas les mêmes droits. Quand on dit donc qu'il faut que ça soit économiquement viable, ça veut dire qu'on prenne bien en compte tous les coûts de l'eau. C'est-à-dire que le prix, le tarif reflète tout de même la réalité économique. Alors là-dessus, il peut déjà y avoir des différences d'appréciation et qui, à mon avis, sont très importantes et doivent être prises en compte. Ce qui est très important si on veut une viabilité à long terme, c'est que l'équilibre d'exploitation soit assuré via les tarifs et via la facturation. On peut très bien imaginer que les investissements aient une stratégie un petit peu différente, subventionnée, puisqu'en fait c'est one-off, enfin, on y va, et donc on peut très bien avoir une analyse un petit peu différente suivant les endroits, mais ce qu'il faut, c'est être capable de bien estimer les coûts, de prendre des stratégies, et quand on prend ces stratégies, privilégier que l'équilibre économique d'exploitation soit assuré à très long terme pour être sûr que ça continue. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ce qui nous intéresse à la fin, c'est d'être payé, c'est-à-dire que le consommateur paye. Il ne suffit pas de facturer, il faut recouvrir la facture. Et ça, c'est un élément qu'on oublie parfois. Si les tarifs sont mal faits, si la société n'a pas les moyens de récupérer, vous arrivez à une chose tout à fait inégalitaire où certains payent, même si leur service n'est pas terrible, et d'autres n'ont même pas envie de le faire. Et ce n'est pas forcément les plus pauvres qui ne payent pas. Donc, il faut aussi tenir en compte de la réalité de cette capacité à récupérer l'eau. Le deuxième, et on l'a dit, important, c'est la capacité des gens à payer. Il faut évidemment que le tarif permette que tout le monde paye son service. Ce qui est important probablement, c'est de faire attention à ce que si certaines populations doivent être aidées parce qu'elles n'ont pas les moyens, peut-être qu'on peut avoir une tarification qui fait que les plus riches subventionnent quelque part les personnes moins capables de payer. Mais c'est toujours un peu dangereux parce qu'au fond, ça introduit des déséquilibres économiques. Il vaut mieux avoir un mécanisme, probablement, en collaboration avec les collectivités locales, qui permettent d'avoir des chèques eau, par exemple, c'est-à-dire qu'on permet à certaines populations de récupérer une partie ou d'être subventionnées ou d'avoir les moyens de payer leur eau. Et ça, c'est important à mettre en œuvre. Il y a de plus en plus d'exemples qui permettent de garder un tarif qui correspond bien à la réalité économique et d'avoir un mécanisme en parallèle, en partie peut-être subventionné par le service des eaux, mais un mécanisme parallèle qui aide ceux qui ont moins les moyens. Et le troisième critère, c'est l'efficacité. Une tarification mal faite va à l'encontre de l'efficacité. Autrefois, comme l'eau est globalement avec des coûts fixes, on avait des abonnements, on avait des parties fixes dans la facture qui étaient très élevées et un coût marginal très faible. Ça a été petit à petit abandonné parce que ce n'était pas très sain, puisque ça menait un peu à du gaspillage de l'eau. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte que peut-être un tarif progressif, qui ne représente pas la réalité économique, est intéressant parce qu'il permet petit à petit aux personnes de prendre conscience que économiser l'eau est une bonne chose. Encore faut-il réussir à faire ça pour ne pas pénaliser les familles nombreuses au détriment des familles uniques, puisque les familles nombreuses, par principe, consomment plus d'eau. Ces trois principes sont, comme je l'ai dit, sont compliqués parce qu'ils n'amènent pas forcément à la même tarification. C'est pour ça que la tarification est un élément clé du service des eaux, qui doit être discuté entre le service des eaux et l'organe politique pour bien prendre en compte la situation locale. Il n'y a pas de tarif miracle, il y a le bon tarif et la bonne analyse qui doit être faite localement et par chaque service. Et je ajouterai trois petites remarques qui sont liées à la tarification.
C'est comme je le disais, un vrai challenge, mais on ne peut pas l'atteindre si on n'a pas décidé qu'il fallait des compteurs et il fallait savoir la réalité. C'est-à-dire que imaginer des tarifications sans avoir aucune idée de la consommation de l'eau des habitants est absolument impossible. Et donc, tarification va avec comptage, avec des vrais compteurs, avec, si possible, si on en a les moyens, des compteurs, je dirais, intelligents qui permettent de bien comprendre comment tout ça marche. Mais le débat, il y a 20 ans, qui disait est-ce qu'il faut mettre des compteurs ou pas, il est révolu. Le comptage est fondamental, même si au fond, on peut de temps en temps un tout petit peu dissocier le résultat de la mesure du compteur de la facture. Mais il est important, il est fondamental de savoir où va l'eau, qui la consomme et comment ça se passe. Deuxième élément aussi sur lequel il faut peut-être insister, et là il y a parfois des débats, je suis ravie que Silver soit dans le débat aussi. L'IWA, l'Association internationale de l'eau, considère que les régulateurs de l'eau, les organismes de régulation de l'eau, peuvent être absolument importants et aider à trouver et à aller vers une bonne tarification. Parce que ce sujet est très délicat. Ce n'est pas forcément évident pour le service des eaux lui-même de donner la doctrine. Et un régulateur qui permet d'aider les services des eaux à trouver le bon tarif, voire de les pousser un peu et les stimuler un peu dans leur réflexion, paraît intéressant. Et donc l'IWA, globalement, est assez favorable à la mise en place de régulateurs de l'eau et a beaucoup aidé à les mettre en réseau, à les aider à travailler ensemble. Nous ne prenons pas de position nationale. Chaque État et chaque nation a vraiment aussi à trouver son équilibre. Mais globalement, la régulation de l'eau et les régulateurs peuvent aider dans ce débat compliqué de quel est le bon tarif dans un pays, dans une ville. Comme je l'ai dit, c'est loin d'être facile. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité. Je pense que c'est un vrai sujet et complexe et je suis contente de participer aujourd'hui à ce débat. Great. Merci beaucoup. Thank you so much, Diane, for Merci your beaucoup opening remarks. To get us pour all cette started. très bonne And introduction, our Diane. next distinguished speaker is Et Dr. Katarina notre Fonseca, prochain who is Senior éminent Advisor intervenant of est WA and Katarina Social Fonseca, Authorities. She's an première economist working in the conseillère Netherlands for de 22 years du and has du done extensive SWA, la policy and partie advocacy work on costs and financing a beaucoup water travaillé sur le water coût, le sector and financement advises de l'eau governments depuis support plus de 20 agencies ans. and civil Elle society conseille les organizations that gouvernements, work elle she's also soutient les co-author agents of et les the organisations de la Drinking société Water for civile, All, les the co-auteurs handbook for finance du ministers. manuel pour And les ministres Katarina, des just to give us a Finances little insight, a general du overview of taxation SWA. Elle va on vous tariffs. donner un Over to aperçu you, sur les Katarina. tarifs. Vous avez la parole, Thank you, Katharina. Ella. Thank you, Merci, Ella. Diane, for that Merci, excellent Diane, introduction. pour And good cette morning très bonne and good introduction. evening to all of you. Bonjour et I'm very excited bonsoir to à be vous here with tous. Je you suis vraiment heureuse d'être avec discussing vous about et tariffs. pour discuter des Most of my tarifs. work as an economist in Et the dans sector, mon this travail is en tant probably qu'économiste dans le the secteur, c'est issue probablement least talked about. le It's a problème cap dont on parle le on moins. C'est technical un peu un finance, tabou. but the Non political la part of it. partie technique, I have mais been la sitting partie down with politique. thousands Et of je vois participants who got le nombre whatever they de are. questions And que when nous asked avons about the meaning reçues of même avant tariffs, le obviously webinaire, that is the case. So ainsi please que feel free les to come questions address them all euh, during this webinar dans or la boîte afterwards chat, que elsewhere. ça vous intéresse. Donc, mais I'll n'hésitez pas à start poser des with questions. Si nous ne pouvons pas y répondre maintenant, nous le the ferons plus usual tard. number. Je commençons I par told you les the water chiffres. sector meeting SDG 6, actually meeting only target 1 and 2, Donc, universal access to water and sanitation, pour 100 billion l'ODD 1 US et dollars 2, a year l'ODD is 6, required. 1 et This 2, estimate is mostly accès based on universel à l'eau, il infrastructure faut investment, 114 including milliards costs of de repairing, dollars par replacing, an. Et c'est le upgrading coût de l'infrastructure et ça for exclut many la countries where we maintenance, les work, especially réparations, utilities and etc. service providers Dans such as beaucoup de April, pays où nous the cost travaillons, beaucoup of water d'opérateurs maintenance ne installations, sont not to talk pas about capables de capital recouvrir les finance coûts capital. de maintenance, de These réparation are numbers, these are very mineurs. estimates.
Je ne parle même pas du recouvrement des coûts des infrastructures. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut des revenus pour les opérateurs? Eh bien, il faut maintenir les services existants, il faut améliorer la qualité, la fiabilité, la viabilité de l'eau pour les consommateurs existants. Et ce qui est très important, il faut étendre les services pour réaliser les ODD, donc pour desservir ceux qui n'ont pas accès à l'eau. Quels sont les coûts pour les opérateurs, donc les opérations là et l'entretien, c'est également les coûts en capitaux, les coûts des emprunts, etc. Et s'il y a des investissements, les opérateurs ont besoin d'un excédent. C'est comptabilisé comme bénéfice, mais c'est enfin un retour sur les capitaux engagés par les investisseurs. Quelles sont les sources? Je vois beaucoup de collègues en ligne et nous avons donc ces trois sources. Tout d'abord, les impôts locaux, les impôts nationaux. Nous avons les aides, les organisations bilatérales et multilatérales, les fondations, les ONG internationales. Et la troisième source dont nous parlerons beaucoup aujourd'hui, ce sont les tarifs, ce sont les cotisations des consommateurs. Il y a une quatrième manière de financer, c'est à travers les crédits. Mais ces crédits auront besoin d'une base de revenus stable et suffisante. Et je reviens au mot stable et suffisant. Au sein de cela, donc, les tarifs sont la base de revenus stables et suffisante. Donc, commençons par la bonne chose. Dans notre secteur, nous discutons beaucoup du côté technique. Ce qui doit être incorporé dans les tarifs, les frais de connexion. Je crois que vous avez vu ceci souvent, l'augmentation, la diminution des grilles tarifaires, mais nous allons parler du côté politique. Quel est le coût moyen? Les opérateurs, combien est-ce qu'ils doivent recouvrir des coûts? S'agit-il de coûts de maintenance importants, mineurs, etc.? Donc, le taux de recouvrement des coûts est une discussion politique que nous n'avons pas suffisamment dans le secteur. Soit elles ne sont pas suffisantes, soit elles ne sont pas suffisamment transparentes. Diane a mentionné certains des objectifs pour les tarifs ou les réformes de tarifs. Et pour le moment, j'ai fait une liste ici de ce que différents partenaires des réformes tarifaires exigent. Comme vous le voyez, certains de ces objectifs entrent en compétition les uns contre les autres. Avoir un bon objectif, il faut bien comprendre que ça ne permettrait pas de couvrir tout ceci. C'est une question d'établir un équilibre. J'ai encore le temps d'aborder les deux plus importants, le recouvrement des coûts, combien de ces recouvrements seront possibles pour les opérateurs et l'abordabilité. Est-ce que les usagers peuvent avoir accès aux services? Et ces deux sont importants. Mais que se passe-t-il en ce moment? Eh bien, les prix, les tarifs sont maintenus de façon artificielle très, très bas. Et en même temps, nous n'avons pas suffisamment de revenus pour les opérateurs. Et là, on arrive à la partie brute. Nous apportons des subsides à ceux qui peuvent déjà payer.
Et dans tous les pays où j'ai été, lorsque je travaille sur le terrain, je demande combien est-ce qu'on prend pour ces 10 litres d'eau lorsqu'on fait la queue et je pose la question à mes collègues à Addis et dans d'autres pays. Et il y a là beaucoup d'inégalités. Donc, c'est vraiment le côté laid de ces services, de cette inégalité. Dans les pays, dans les villes où nous habitons, la Banque mondiale a fait une très bonne étude, faire davantage avec les subsides. Il y a beaucoup d'informations. Vous aurez un lien vers ce rapport qui est un très bon rapport. Ils se sont penchés sur 10 pays et la plupart des subsides a permis de maintenir les tarifs très bas et 56% de ces tarifs touchent la partie la plus riche de la population alors que 6% seulement touchent la partie la plus démunie de la population. Donc, c'est le tableau des tarifs. Mes deux dernières diapos. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis à relever. Beaucoup d'opérateurs sont piégés, n'ont pas suffisamment pour couvrir la maintenance, améliorer les services, pas suffisamment de revenus pour couvrir ces coûts. Ils apportent des services de bas niveau et ne peuvent donc pas augmenter leurs tarifs. Donc, il y a un manque de confiance dans les opérateurs pour ce qui est de la possibilité d'améliorer leurs services, alors qu'ils font beaucoup avec pas grand-chose. Il y a également une autre partie, une croyance selon laquelle les tarifs actuels fonctionnent, qu'il ne faut pas changer la situation. L'idée qu'augmenter les prix n'est pas populaire sur le plan politique ou que les réformes tarifaires ne peuvent pas être abordées, discutées. Et c'est dangereux. C'est dangereux si ça devient une croyance chez nos dirigeants dans certains secteurs, au sein de certaines agences. Si on croit que c'est trop difficile, ce ne l'est pas. C'est une question technique. Nous devons aborder ce sujet. Nous abordons des sujets beaucoup plus complexes dans le domaine de l'eau. Nous devons pouvoir aborder le sujet d'une réforme tarifaire. Et tout ceci, c'est basé sur la perception. L'aspect positif est que les perceptions peuvent être changées aujourd'hui, fondées sur les preuves. Donc, nous avons différents types d'exemples, de communication, de dialogue. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Quand est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que les subsides nous apportent les résultats escomptés? Quand est-ce que nous avons discuté les objectifs des tarifs la dernière fois? Il s'agit des ressources, conservation des ressources. Quels sont les objectifs des tarifs? Est-ce que nous les atteignons? Si ce n'est pas le cas, que devons-nous changer? Cultiver la crédibilité, l'intégrité, la transparence avec différentes parties prenantes, c'est une question technique. Ça peut être discuté de façon non technique. Ce ne doit pas nécessairement être compliqué. Et puis, bien sûr, nous allons écouter des présentateurs durant ce webinaire qui parlent d'amélioration des services et de l'importance des tarifs, la régulation des tarifs. Diane en a parlé, l'importance des régulateurs. Lorsque l'on peut également recentrer les tarifs, les séparer, la question de l'inflation, la séparation des comptes. Nous allons aborder beaucoup de sujets. Je terminerai avec la capacité de diriger, la gouvernance qui est au centre des préoccupations. Sans les chefs de file, il sera difficile de mettre en œuvre une réforme des tarifs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Katharina.
Oui, la gouvernance, les dirigeants, c'est au centre de ces discussions et le côté positif et le côté négatif. Le docteur Sylvain Mugisha, qui est le directeur du centre d'eau et de traitement d'eau d'Ouganda. Il a 25 ans d'expérience en tant qu'opérateur et a travaillé dans 10 pays dans le domaine de la conservation de l'eau. Il a également travaillé au sein de l'IWA. Vous avez la parole, Monsieur Silver Mugisha. Avant qu'il démarre, n'hésitez pas, je voulais vous rappeler de ne pas hésiter à placer vos commentaires dans le chat. Merci. Vous m'entendez? Parfaitement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité ici. Je vais vous parler de l'économie politique des tarifs, des changements en matière de tarifs. Et je voudrais d'abord aborder avec vous l'étude de cas de l'eau nationale. Il s'agit d'un opérateur public, le NWSC, qui est l'une des organisations les meilleures du monde. Nous opérons dans 28 villes et nous continuons à avancer. Nous avons un programme pour l'eau. Nous voulons nous assurer que tout le monde en Ouganda bénéficie de services en matière de l'eau. Je vais vous présenter notre voyage, notre aventure depuis 90 jusqu'à présent, 1990 jusqu'à présent. Et en raison de nos tarifs, nous avons pu augmenter les revenus, le chiffre d'affaires de 4 millions de dollars par an à environ 130 millions de dollars américains par an, avec une augmentation importante des bénéfices d'exploitation, ce qui nous a permis d'investir. There is a slide to look at all these details. And what is important there is the operating surplus. Ce qui est important, c'est de prendre en considération le surplus en matière d'exploitation en raison des modifications tarifaires que nous avons faites. Ça a été possible. Parlons des tarifs. Il s'agit d'une décision politique. Excusez-moi de vous interrompre, les diapos n'ont pas l'air de suivre. Nous ne voyons pas les diapos. Est-ce que vous pouvez faire en sorte de changer de diapo pour que nous voyions Nous voyons le titre, la première diapo, mais pas les autres. Pourtant, j'ai l'impression que nous partageons les diapos. Can you see the slides? Because here we are, Est-ce que it is vous showing. pouvez voir les diapos? J'ai l'impression, moi, de pouvoir partager. On peut voir simplement la première diapo, l'introduction, le titre. Technology now, if you can see, you just hear what I'm saying. We are saying that Donc, as far as the tariffs are taken to work and a lot of pour ce qui est des tarifs, la politique est là pour déterminer notre niveau tarifaire. You know,
many utilities, including national water. Beaucoup de traités, One of the problems we face is low coverage. l'eau nationale. Financially unsustainable. Là, nous voyons que s'il y a des opérateurs qui ne sont pas rentables, l'argent de bailleurs de fonds permet de poursuivre. Vous ne voyez pas la diapo, mais on les partagera avec vous plus tard. Notre tarif moyen, oh, je suis désolée, le son est très mauvais. Docteur Mugisha, désolé. Je vais demander à Larissa de partager vos visuels pour que vous puissiez parler. Nous espérons que la connexion sera meilleure. Donc, vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de partager votre écran et Larissa va les partager. Vous n'aurez qu'à parler. Nous chargeons du partage de votre présentation. Donc, si vous arrêtez le partage, parfait. Merci beaucoup. D'accord. Je suis maintenant sur le visuel de la structure nationale. Vous voyez que le tarif moyen, voyez le tarif moyen, et ce que l'on voit, c'est que le tarif pour les plus démunis est d'environ 30 centimes. C'est le plus bas. Et pour les industries, 70 centimes environ, ce qui est une fourchette plus faible par rapport au tarif ordinaire. Donc, si vous pouviez descendre encore un petit peu, continuer un petit peu plus bas. Ah, ce n'est pas la bonne. Continuez. Encore plus bas. Encore. Non. Descendez. Voilà, c'est là que je suis. Donc, les tarifs pour l'industrie industry is about 70 cents. environ 70 centimes. Et dans le pays, pour l'eau nationale, c'est uniforme. And the smaller towns Les villes plus petites are subsidized by the bigger reçoivent des subsides, ce qui permet de couvrir l'ensemble de la nation. Alors, quels sont nos défis? Nous avons un tarif, mais nous sommes assez sélectifs dans la façon dont nous le mettons en œuvre. Quand les gens ont l'impression que les tarifs augmentent, ça pose un problème. Donc, il faut engager les parties prenantes et avant l'augmentation, s'assurer que le comité exécutif approuve l'indexation tarifaire qui prend en compte les changements de devises, de seuil. Dans ce cas-là, nous faisons une indexation pour corriger nos tarifs par rapport à ceci. Du côté politique, il y a un besoin d'appuyer la croissance économique
le gouvernement nous a demandé de réduire les tarifs industriels et de le compenser par les tarifs domestiques et commerciaux. Ça a demandé un ajustement. Et puis, il y a des tarifs élevés, une rhétorique en Ouganda. Et puis, les personnes responsables de l'approbation des tarifs sont confrontées à un certain nombre de conflits. Are going to be affected, and that tends to bring now as a result. Je suis désolée, le son est très mauvais. Je n'entends pas tous les mots. Delayed tariff adjustment, revenue growth, and of course that has resulted into delayed infrastructure investment. Il y a eu des investissements dans l'infrastructure. Nous avons des défis à relever. Nous évaluons chaque année les tarifs pour s'assurer qu'il y a de petits ajustements qui ne pèsent pas sur nos clients pour s'assurer que ces ajustements soient progressifs. Donc, la baisse des tarifs dans l'industrie a été compensée par une hausse des tarifs domestiques et commerciaux. Nous essayons de comparer nos tarifs avec d'autres biens sur le marché et nos clients apprécient que nos tarifs ne sont pas si élevés. Il faut simplement qu'ils contrôlent la quantité d'eau utilisée pour gérer les coûts. We normally speak the same language, show them what the adjustment of the tariff is. Nous dialoguons, nous expliquons que la hausse des tarifs va permettre davantage d'investissements, qu'il y aura une population plus importante couverte, des infrastructures plus développées et ainsi nos usagers apprécient l'ajustement des tarifs pour s'assurer que ces investissements se produisent. Donc voilà ce que je voulais partager avec le groupe et je suis prêt à répondre à vos questions. Pardon. Thank you so much, Dr. Mugisha. I really appreciate it. And thank you so much for your flexibility. And so for our Merci next, beaucoup pour votre flexibilité. Et notre prochain intervenant, Monsieur Harine a été censé intervenir, directeur général de l'opérateur national du Burkina Faso. Il travaille également à l'Association africaine de l'eau. Malheureusement, il a eu un empêchement et aujourd'hui, le directeur national de l'IRC Burkina Faso sera avec nous. Merci. Je partage maintenant mon écran. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir mon PowerPoint? Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Merci. Donc, désolé, Monsieur Haruna n'a pas pu être avec nous, mais je ne suis pas expert des tarifs en milieu urbain, mais je vais tenter de partager la présentation préparée par Monsieur Haruna. C'est en français, donc je passerai. Au Burkina Faso. Donc, j'expliquais que je ne suis pas spécialiste de la question, mais je vais essayer quand même de vous présenter ce qui avait été préparé par Monsieur Haruna Wibiga. Next slide, please.
Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. Vous pouvez changer de diapo, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas la main pour changer à mon niveau. Can we change to the next slide, please? Can you hear me? Just Katerina speaking, we can hear you. We were having issues with also the slide presentation, as you might notice. Okay. But just give a second to Larissa. On a eu quelques problèmes techniques. Donne un petit moment à Larissa qui essaie de partager l'écran. D'accord. Mais continuez. On va tenter de vous rattraper. I will use my own slides here just for. OK, donc pour l'historique, rapidement, pour vous indiquer le contexte de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, a été créé en 1985 sous la forme d'un établissement public, donc, dont l'État burkinabé est le seul propriétaire. Et son mandat, c'est d'assurer l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement dans les zones urbaines et les agglomérations urbaines de plus de 10 000 habitants. En 1993, le montage entre l'État et l'ONEA a été contractuellement amélioré avec la mise en place de ce qui est appelé un contrat plan. Donc, c'est en fait un contrat de performance entre l'ONEA et l'État. Et aujourd'hui, à cette année, l'ONEA en est à son 9e contrat plan avec l'État. Et ce contrat comprend 29 indicateurs d'ordre technique et financier qui permettent à l'ONEA de savoir exactement quelles sont ses obligations et à l'État de contrôler les performances de l'entreprise. Au niveau sous-régional, l'ONEA est considérée comme une société de référence au regard de ses performances et de plusieurs études indépendantes comparatives en termes de gestion et d'exploitation des services d'eau et bénéficie à ce titre de la confiance et de l'appui de plusieurs partenaires. Quelques chiffres clés sur l'ONEA. En 2000, je vais dire oui, là c'est les données de 2018 qu'on a. Ça a dû évoluer un peu maintenant, mais ça donne une bonne idée quand même. L'ONEA gère 59 centres qui regroupent autour de 5,6 millions d'habitants, dont la moitié se trouve dans la capitale du Burkina, qui est Ouagadougou, avec 400 000 abonnés actifs, un taux de décès de 91%, dont 69% par les branchements privés et 22% par les bornes fontaines, donc qui sont les points d'eau publics. Et l'ONEA facture 78 millions de mètres cubes d'eau, ce qui fait un chiffre d'affaires de 41 milliards de francs CFA par an, à un prix moyen de 522 francs CFA, donc on va dire autour d'1 dollar par mètre cube. La consommation moyenne est de 10 mètres cubes par mois par branchement privé. Et on a environ 9 personnes par branchement privé, ce qui fait un peu moins de 40 litres par personne par jour comme consommation moyenne. Toujours continuant avec les chiffres clés, on observe que le nombre d'abonnés actifs a augmenté de 9% entre 2013 et 2017. On observe également que les volumes d'eau vendus au niveau des ménages ont augmenté de 7% de 2013 à 2017, mais il y a quand même une réduction de la consommation journalière qui est passée de 11 mètres cubes en 11,5 mètres cubes en 2000 par mois en 2013 à 10,5 mètres cubes par mois en 2017. Donc, il y a quand même eu, au cours de ces 5 années, une réduction de la consommation mensuelle des ménages. Et si on regarde en termes de structure tarifaire, celle qui est en vigueur actuellement, on a une structure tarifaire qui est stratifiée par tranche. Donc, on a la tranche de 0 à 8 mètres cubes qui est vendue à 188 francs CFA, ce qui fait à peu près autour de 2,5 € par mètre cube.
on a la tranche de 9 mètres cubes à 15 mètres cubes qui est à 463 francs CFA. 463 francs CFA, ce qui fait, on va dire, autour de 3,5 euros à peu près. Non, à peu près, non, je me trompe, non, 463 francs, donc ça fait 0,75 euros. Donc là, le niveau précédent, c'était 0,5 euros à peu près. Là, maintenant, on est à 0,65 euros. Désolé, je n'avais pas les conversions exactes en tête et il avait mis toutes les données en CFA. Et on a la tranche de 7 mètres cubes à 25 mètres cubes qui est à autour d'1 euro. Donc, vous voyez un peu, les tranches précédentes sont à moins d'1 euro. Et là, on a la tranche la tranche à plus de 25 mètres cubes qui est autour de 2 euros par mètre cube. Et donc, ça, c'est un peu la structure tarifaire qui est conçue de façon à faciliter vraiment l'accès à l'eau pour les populations les plus vulnérables et à facturer plus en jouant sur la consommation. Donc, les couches plus aisées qui consomment plus d'eau payent un prix de l'eau qui est plus élevé. Et l'autre facteur à indiquer dans cette tarification, c'est que le prix de l'eau pour la tranche la plus faible, donc la tranche qui est appelée sociale de 0 à 8 mètres cubes, est inférieur au coût de production de l'eau. Et donc, du coup, c'est les subventions croisées entre les différentes tranches qui permettent de garantir et de supporter le manque à gagner créé par la consommation d'eau par les couches les plus vulnérables. Donc, c'est la même logique qui est appliquée au niveau des grandes maisons, des usines, des entreprises qui sont facturées à la tranche la plus élevée, donc de 2 euros par mètre cube. Donc, ça, c'est un peu la présentation de la structure tarifaire en vigueur actuellement. Et si on observe l'évolution de cette structure tarifaire de 2002 à 2018, elle s'est quand même pas mal améliorée dans le sens d'une augmentation du coût du mètre cube qui est passé, on va dire, de 180 francs pour la tranche sociale en 2002 qui se limitait à 6 mètres cubes, à maintenant 188 francs, mais cette tranche est maintenant révalorisée à 8 mètres cubes, mais toutes les autres tranches ont connu des augmentations beaucoup plus importantes pour quand même permettre à l'entreprise de garder son équilibre financier, sa viabilité financière, tout en respectant sa mission de service social, donc du coup de service public, garantissant l'accès pour les couches les plus vulnérables. Donc voilà, ça c'est la logique, les principes qui guident cette tarification, et c'est une tarification qui est quand même, qui est endossée, supportée par les autorités publiques, et ça c'est la dimension importante à souligner parce que c'est le gouvernement qui approuve la tarification qui est proposée par l'ONEA sur la base de l'analyse de ses comptes d'exploitation et de ses perspectives de développement dans le respect de son cahier de charges et de ses contrats de performance. Mais c'est les autorités burkinabèses, ce sont les autorités burkinabèses qui approuvent cette tarification et qui approuvent ces mécanismes de subvention croisés entre les différentes catégories d'abonnés. Et là, les défis auxquels l'ONEA est confrontée aujourd'hui sont encore plus complexes. Ces défis, c'est notamment l'accès universel, donc à l'horizon 2030, avec donc la couverture de tout le monde, ce qui annonce du coup une augmentation significative des usagers de la tranche sociale et on ne peut pas dire qu'on pourrait avoir une augmentation proportionnelle des autres usagers qui permettent justement de compenser et de maintenir l'équilibre. On voit, entre autres défis, un taux d'inactivité important des branchements privés, donc qui reste à régler. Donc, beaucoup de branchements pris dans des zones qui ne sont pas suffisamment utilisées parce que certains usagers prennent les branchements privés mais retournent aux bonnes fontaines alors que le tarif appliqué aux bonnes fontaines est plus faible. Donc, tout cela joue sur les prévisions de recettes de l'entreprise. On a des nouveaux abonnés dont on attend des consommations probablement plus élevées et un prix moyen qui est de plus en plus faible du fait des besoins d'investissement qui sont quand même plus importants.
Et ça, c'est le gros défi de l'ONEA. Atteindre l'accès universel va nécessiter des investissements extrêmement importants. Et comme beaucoup d'investissements au niveau urbain sont sur des prêts, des prêts et donc des crédits, il y a quand même un grand défi à maintenir, à pouvoir assurer ces investissements, à réaliser ces investissements en gardant quand même une vigilance sur le service de la dette. Et donc, il y a une attention importante à porter sur la capacité d'endettement en face du défi d'investissement important. Et malheureusement, à tous ces défis s'est ajouté quand même au cours des dernières années au niveau de l'ONEA un affaiblissement de la gouvernance et du leadership, en particulier la capacité à exécuter les investissements. Et cet affaiblissement est arrivé suite à des changements managériaux qui ont été conduits à la tête de l'ONEA. Et donc, malheureusement, tout cela a conduit à un ralentissement aujourd'hui des travaux d'investissement au niveau de l'ONEA, donc une difficulté à suivre et à honorer les objectifs de développement durable. Donc, voilà un peu les grands enjeux et les grands défis auxquels l'ONEA est confrontée et qui aujourd'hui posent des questions au niveau de l'évolution et des évolutions à attendre au niveau de la tarification pour maintenir l'équité, pour maintenir l'accès des plus pauvres à l'eau, pour continuer à maintenir l'incitation aux économies de l'eau. Donc, du coup, s'assurer quand même dans cet équilibre-là que les gros consommateurs permettent de toujours continuer à compenser les usagers de la tranche sociale. Donc, tout cela amène aujourd'hui l'ONEA à réfléchir à des alternatives, donc à voir par exemple la possibilité d'une tarification volumétrique au coût marginal avec rabais. Est-ce que cela pourrait permettre d'être plus efficace? Est-ce que c'est applicable dans le contexte du Burkina? C'est des réflexions qui sont ouvertes. La tarification différenciée par taille des ménages, c'est une modalité qui est en cours de réflexion pour voir si la taille des ménages pourrait influencer la consommation et du coup donc, être une base pour faire évoluer la tarification. Il y a également le modèle de la tarification différenciée par centre, donc tenir compte de l'économie locale pour définir la tarification plutôt que d'avoir une tarification harmonisée au niveau national. Donc tout ça, c'est des points de réflexion aujourd'hui, des pistes de réflexion aujourd'hui qui sont conduites par l'ONEA. Merci. Over to you. I think I finished the presentation. Merci beaucoup. J'ai terminé la présentation. Merci beaucoup. I know that was a last-minute sub, so thank you very much appreciated. Our next Merci, c'est très apprécié. Notre prochaine présentation Bill Kingdom, who will be presenting for Mr. Perry Rivera. Sera de M. Bill Kingdom qui fera une présentation pour M. Rivera pour Manila Water. Malheureusement, M. Rivera est au Congrès actuellement. Il discute de sujets très importants. Il était en contact avec nous. Et donc, il sera le prochain intervenant au Congrès et il ne pourra donc pas participer. Bill, vous avez la parole. Okay, thank you very much, Ella. And good morning, good afternoon to everyone. Sorry, I just removing the translator. Bon après-midi à tous. Perry, as Ella has said, Oui, elle aurait voulu être avec vous aujourd'hui, mais est en retard étant donné sa participation à une réunion du gouvernement à Manila. Donc, je vais passer en revue sa présentation. Il s'agit d'un PDF. Son message clé, vous le voyez ici, parce que ce qu'il voulait nous montrer, c'est qu'une crise peut
a déclenché les événements dont nous allons parler aujourd'hui dans le secteur de l'eau et le changement du secteur de l'eau durant les 25 dernières années à Manila. Tout a démarré avec El Niño aux Philippines et le gouvernement a décidé de réagir parce que les pouvoirs publics n'avaient pas pu répondre de façon efficace à cette crise. Voyons quelle était la situation avant la privatisation. Vous connaissez beaucoup de ces tableaux à gauche. Vous voyez ces branchements un petit peu spaghetti, ces tuyaux illégaux sans compteur. Vous voyez que c'est scotché, le niveau des fuites est élevé. Les infrastructures étaient détériorées, la qualité des services était pauvre. Et en 97, vous voyez le nombre des abonnés, la qualité des services variait beaucoup. Dans la zone verte, il y avait 24 heures de service par jour, moins de 12 heures dans la zone rouge. Donc, c'est à partir de là que les concessionnaires ont mis en place le changement que nous voyons aujourd'hui. Il y avait peu de confiance du côté des clients, peu de confiance dans les opérateurs et il fallait remédier à ceci. Le cadre concessionnaire a été mis en place à travers une régulation de l'Office de régulation, une concession pardon, à long terme pour couvrir la zone Est et la zone Ouest. Et Perry représente le Manila Water, la zone Est. L'approche adoptée par le gouvernement avait pour objectif de répondre à de nombreux défis auxquels le service public était confronté. Comment améliorer la qualité de service, les élargir, améliorer l'efficacité et l'efficience, parce que ces éléments permettraient d'améliorer la relation entre les opérateurs et les clients, les usagers. Et puis, on a parlé à partir de ce moment-là de la possibilité de changer les tarifs. Mais il fallait mettre en place d'abord la base dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, performance, là, nous voyons ce que Manila Water Company a pu réaliser durant les 25 dernières années, une augmentation du réseau, une augmentation du volume d'eau livré aux clients en haut à droite, multiplié par 3, l'eau livrée aux clients. Comment est-ce que ça a été possible? Vous le voyez en bas à gauche, l'entreprise a déployé des efforts énormes pour réduire les pertes d'eau et ceci a libéré l'eau qui a pu ainsi être acheminée vers les clients. Et puis, une innovation a été réalisée dans le cadre d'un projet qui s'appelait TPSB. Il s'agit d'un programme pour les catégories de la population les plus démunies dans les zones urbaines, s'assurer que cette partie de la population ait accès aux services. Et ceci a mis en place une bonne volonté et la possibilité de voir des zones urbaines démunies avoir accès à l'eau. Alors,
nous avons parlé de la crise qui a déclenché les réformes dans le secteur, les accords au niveau des concessions et la possibilité que ceci a mis en place de modifier les tarifs. Si nous regardons ce qui s'est passé durant la période de la concession, les tarifs ont été établis pour pouvoir apporter la possibilité d'avoir un recouvrement total. La mise en place de l'agence de régulation a permis de dépolitiser le processus tarifaire, ce qui est décrit dans le contrat de concession. Tout ceci a permis de faire en sorte que le processus tarifaire ne soit plus entre les mains des politiques. Et ceci a permis à ces changements tarifaires d'avoir lieu. Il y a eu une augmentation des tarifs multipliée par 10 depuis 1997, mais reste bas. Il y avait beaucoup d'inefficacité, un manque de recouvrement, de collecte. En améliorant l'efficacité de la collecte, on a pu recouvrir des fonds sans avoir nécessairement à augmenter les tarifs. Donc, on a pu réduire la pression sur les tarifs et on a mis en place une grille tarifaire sociale pour que les augmentations soient absorbées par les couches les plus aisées. Le taux important de l'urbanisation se poursuit. À Manille, la demande en eau augmente et ceci fait pression sur l'environnement et les coûts d'adaptation augmentent. L'atténuation au changement climatique implique également une augmentation des coûts. Alors, NWC et le régulateur doit équilibrer la demande des clients, des opérateurs pour obtenir une approche tarifaire qui satisfasse les différents intérêts des différentes parties prenantes. Le deuxième point touche davantage au ODD 6, l'accès universel à l'eau. Ce que nous avons fait a augmenté la couverture et la qualité des services. Les Philippines sont encore confrontées à des défis que l'on retrouve dans tous les pays dans lesquels nous travaillons. Et puis, il y a les 3 T, taxes, tarifs et transferts. Les tarifs restent le mécanisme de recouvrement des coûts le plus fiable. Les taxes sont assez imprévisibles. Les tarifs viennent des abonnés, sont collectés par les autorités. Donc, ils sont importants, comme ceci a été mentionné par Diane à l'ouverture. Ça met en place une relation
entre les clients et les prestataires de services qui est crucial pour un bon fonctionnement des opérations. Donc, voilà les points que Perry voulait présenter. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je sais que Perry aurait fait une meilleure présentation, mais voilà, je vous remercie de votre attention et je redonne maintenant la parole à Ella. Merci. Merci beaucoup, Bill. Vous avez fait du bon travail pour présenter la présentation de Perry. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Très bien. Vous avez bien représenté Perry. Bill, merci d'avoir partagé ces informations sur l'expérience des Philippines de Mani, pardon. C'était le dernier représentant des opérateurs, Monsieur Robert Dacubia, et le PDG des services régulateurs de l'eau au Kenya. Depuis juillet 2008, avant, Robert était directeur des services de l'eau au ministère de l'eau et de l'irrigation. Il a eu d'autres positions, d'autres postes au sein du ministère. Merci pour cette perspective maintenant des régulateurs qui... Merci. Ella, bonjour à tous. Je voudrais démarrer à dire que cette politique a été celle du Kenya depuis longtemps, mais la mise en œuvre de la politique a posé problème. Lorsque la crise, vers la fin des années 90, début 2000, a éclaté, nous avons pris la décision politique de restructurer le secteur de l'eau. Un régulateur a été mis en place durant cette période et ça a été sa mission de travailler sur la politique de recouvrement et remédier à la crise de l'eau en général, une crise de législation. Il n'y avait pas d'investissement dans le secteur. Il fallait augmenter les revenus pour maintenir les services. Il y avait une inégalité au niveau des services et un problème de gestion également. Les services de l'eau ne pouvaient pas collecter des fonds pour fonctionner de façon autosuffisante. Il a fallu donc gérer l'efficacité de nos services, la question d'égalité, comme je l'ai dit précédemment, dans les zones où la population était le plus vulnérable, il y avait une situation d'inégalité d'accès. Il y a toujours une résistance à l'augmentation des tarifs. Nous avons deux niveaux de système de gouvernement régional. Donc, dans ce gouvernement, nous avons eu des dialogues bilatéraux. En tant que régulateur, nous avons eu un processus de consultation avec les collectivités locales et régionales pour avoir leur feu vert en matière de développement tarifaire. Nous ne parlons pas d'augmentation de tarifs, nous parlons de révision tarifaire. Il nous faut gérer les déficits fiscaux qui existent pour les régions et nous expliquons que la révision tarifaire est un aspect important pour y parvenir. Et puis,
les zones à bas salaire sont prises en considération pour les politiques. C'est une priorité. Ils promettent qu'aucun tarif augmente dans ces zones, mais ils ne promettent pas que les tarifs, les services vont s'améliorer ou être maintenus. Donc, c'est un problème. Il faut également prendre en compte les zones rurales. L'augmentation tarifaire est vue comme une augmentation des coûts commerciaux. Durant les dialogues, il nous faut prendre en considération la perspective des entreprises, leurs inquiétudes et les inquiétudes politiques. L'augmentation des tarifs est vue comme un gros problème. Lorsque les tarifs n'ont pas augmenté pendant 5 ans, avoir une grosse augmentation, un grand bond, est perçu comme un problème. Donc, il faut qu'il y ait une augmentation, une indexation. Il faut éviter les grosses augmentations. Il faut qu'il y ait une augmentation annuelle, bien sûr. Et ceci protège les consommateurs des gros chocs. Lorsque nous avons démarré, les tarifs n'avaient pas augmenté durant les 15 dernières années. Et puis, il y a le problème des devises, des importations, de changements de prix. Et là, nous avons géré ceci à travers l'indexation des tarifs. Dans le chat, on a parlé des élections. Bien sûr, c'est une question politique à prendre en considération proche des élections. Nous en avons parlé lors des dialogues, des processus de consultation. Lorsqu'on comprend que la pression des subsides disparaît en s'assurant que les tarifs augmentent après 1 an, 2 ans, nous recevons l'appui politique dans ce processus. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de malentendus. Les tarifs sont une décision politique dans un certain sens et décider du niveau tarifaire pour les consommateurs, ça ne doit pas être une discussion politique, mais technique. Pour le côté politique, il s'agit de prendre en considération les équilibres. Le reste est une question technique. Il faut également parler des infrastructures. Quelquefois, il y a besoin d'une performance, d'un équilibre entre les performances des opérateurs, le service qui doit être apporté aux abonnés. On a besoin d'une coordination. Les grosses infrastructures viennent du gouvernement national. Et puis, il y a une partie qui est gérée par l'infranational. Lorsqu'on parle des tarifs, le gouvernement national pense à repayer, à rembourser ses prêts. Et il y a des intérêts différents. Nous avons eu une longue période de concertation. Avant l'approbation, il faut compter 6 mois. Ça permet d'obtenir le consensus des clients, l'amélioration des performances. On parle toujours d'amélioration
des services. Il faut obtenir la confiance des clients. Les revenus en eau sont importants. Nous savons que la gouvernance est un aspect politique sur lequel il faut se pencher. Quelquefois, il est difficile d'expliquer aux gens que les tarifs augmentent quand les niveaux sont élevés. Pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi il faut augmenter les tarifs pour gérer les inefficacités. Nous avons engagé les départements. Également, il fallait qu'il y ait un consensus au niveau des tarifs. Nous avons vu une augmentation des revenus durant les 15 dernières années. Même le secteur privé s'intéresse à ceci et veulent participer à ce processus de croissance. Nous avons pu faciliter le processus et nous avons reçu des financements commerciaux à travers les revenus que nous avons collectés. Nous ne voulons pas que les services s'écroulent, les subsides, l'argent international, même national, n'est pas durable. Il faut mettre en place une croissance organique. Nous avons pu discuter avec les opérateurs pour ce qui est de la gestion de l'assainissement. Les opérateurs doivent gérer cette question de l'assainissement qui affecte les services d'accès à l'eau eux-mêmes. Aujourd'hui, nous abordons ces sujets d'assainissement également et nous mettons en œuvre un pilote en coopération avec nos opérateurs. Nous nous assurons que ceci est accepté politiquement et nous mettons l'accent sur les bénéfices que ceci apporte en matière de services et de couverture. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jacobia. C'était une présentation très intéressante. Beaucoup de sujets abordés. Vous avez parlé à plusieurs reprises de l'importance d'assurer un équilibre entre les intérêts des abonnés et l'efficacité, etc. Merci d'avoir mis l'accent sur l'assainissement également. On n'en parle pas toujours suffisamment. Je vous remercie. Slightly under 10 minutes for questions and answers. Nous avons 10 minutes pour les questions, les réponses et les discussions. Notre première question est la suivante. Les tarifs sont un concept étranger pour beaucoup d'Africains parce que pour eux, l'eau est un droit et les gouvernements, dans leurs promesses électorales, ont promis un accès universel à l'eau. Comment expliquer que l'eau n'est pas gratuite dans les contextes où les opérateurs ont des coûts élevés pour leur équipement? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cela?
And you could just, for the panelists, you could just unmute yourself if you want to Les speak. panélistes, il suffit d'ouvrir vos micros si vous voulez commenter. Je peux commenter? Merci. Je pense que l'idée de l'eau gratuite est une idée vraiment dangereuse parce que si les politiciens, quand ils promettent cela, ils doivent assumer. Mais les droits humains ne prévoient pas d'avoir de l'eau gratuite. Avoir de l'eau courante 24 heures sur 24, c'est véritablement un service, mais je pense que les gens ne s'attendent pas à avoir un service gratuit. Ils s'attendent à un bon service fiable, à un certain prix. Et bien sûr, ce prix doit être abordable. Mais la gratuité est une notion probablement très dangereuse et absolument pas efficace. Donc, il faut éviter cela. Le prix doit être raisonnable, mais pas gratuit. Voilà. Je pense qu'il est important de le répéter, sinon, sinon on arrivera à des cas où il n'y aura pas de service et l'eau ne sera, même si l'eau est gratuite, elle n'existera pas. Donc, merci pour cette réponse claire. J'utilise ma casquette de modératrice puisque j'ai la parole. Et de la part de l'USAID, je pense qu'il est important de promouvoir ce type de réflexion. Là maintenant, je parle de mon contexte. Donc, la gratuité de l'eau, c'est une notion rhétorique parce que les politiciens qui en parlent n'approfondissent pas le débat. Donc, dans des discussions tête-à-tête, on leur fait comprendre que rien n'est gratuit parce que même la gratuité, elle est basée sur la fiscalité. Donc, on leur demande dans leur budget combien est-ce que vous avez alloué pour l'eau. Et si rien n'a été alloué, comment ils s'attendent à ce que le service soit fourni. Et donc, ça réduit les discussions sur la gratuité de l'eau. Parce que il s'agit de ressources qui ont un coût, mais doivent être chiffrées. Chez moi, personne ne parle plus de la gratuité de l'eau. On n'en parle que pour des raisons de promesses électorales. Merci. La prochaine question, la suivante. Elle s'adresse au Dr Boudicca. Expliquez le rôle du leadership politique dans le cas de l'Ouganda. Et comment et quand cela peut être reproduit dans d'autres pays. Oui, j'ai un commentaire là-dessus. La gratuité de l'eau, effectivement, je pense que c'est un problème. C'est quelque chose qui est soulevé par les politiciens. Donc, je faisais un commentaire sur la gratuité de l'eau. Ensuite, je parlerai du cas de l'Ouganda. La gratuité de l'eau, c'est quelque chose dont on parle chez nous également. Et voilà comment on explique la chose. Ils sont mauvais. Transported to your house, there is a cost to it, and that cost has to be paid somehow. Donc, l'eau doit être transportée des sources d'eau vers vos ménages. Et ça a un coût. Et lorsqu'on arrive à expliquer aux gens ce qu'un bon service coûte, cela devient plus facile de l'accepter
Et on en parle également de la même manière aux politiciens. Sustainable given free. And I think it is an issue of Je suis tout à fait d'accord. La viabilité de l'eau now on the case of national water. ne s'obtiendra pas par la gratuité. Donc, comment reproduire cela dans d'autres pays? Notre système n'a rien d'unique. L'eau est une ressource qui doit être gérée de manière efficace. Donc, il faut parler de la gestion efficace des ressources en eau. Et je pense que ça peut être mis en œuvre n'importe où dans le monde. Nous avons fait des comparaisons avec la plupart des opérateurs. You don't have to do it in the form National Water is doing it in Uganda, but it can be done in other parts of the world of Africa. Cela peut être réalisé dans d'autres régions d'Afrique. Il y a de bonnes études de cas. Il faut surtout se concentrer sur une bonne gestion et un bon leadership. Merci. Merci beaucoup pour ces informations et pour vos commentaires sur la première question. La prochaine question est la suivante. Le changement de tarif, ça engendre un malaise politique. Y a-t-il des bonnes pratiques que l'on pourrait mettre en œuvre dans le cycle politique pour changer les tarifs? Encore une fois, on essaie d'en apprendre un peu plus sur l'aspect politique. Est-ce que les panélistes veulent répondre? Je répète la question. Le changement de tarif engendre un malaise politique. Y a-t-il des bonnes pratiques que vous pouvez proposer que nous pourrions mettre en place dans le cycle politique pour changer les tarifs? J'ai un commentaire. Je ne pense pas que qu'il faut se demander quand. Il s'agit de dépolitiser les tarifs de manière générale. Et il n'y a jamais un bon moment pour changer les tarifs. Si les politiciens veulent s'agir n'importe quand. L'important, c'est de dépolitiser les tarifs. Il faut baser les tarifs sur de bonnes données. Dans les pays en développement, surtout, il y a une pénurie de données. On manque également de données de consommation. Donc, il faut plus travailler sur ces domaines techniques. Il faut avoir le courage du courage parmi les technocrates. Ce sont eux qui présentent les tarifs. Et les technocrates doivent expliquer le système aux classes politiques. Et il n'y aura jamais de bon moment. Il faut vraiment convenir ensemble du fait qu'il faut prendre des décisions radicales. J'ai un commentaire? D'accord, ce sera notre dernier commentaire avant de terminer. Merci. Je suis d'accord avec mon ami Robert. Il faut dépolitiser la question de la gestion de l'eau. D'après mon expérience en Ouganda, si l'on fournit un bon service, eh bien, les politiciens seront plus convaincus, étant donné qu'un bon service est fourni à la population. Donc, si on fournit un service efficace et si l'on ne surdémocratise pas les changements de tarifs, eh bien, ce sera moins un problème. Donc, les politiciens doivent bien sûr être à l'écoute de leurs électeurs lorsqu'ils se plaignent. Et en Ouganda, nous tentons
And of course, then we mechanism that we agree de faire to the tariff indexation has got some comprendre aux politiciens les services que nous fournissons. Le son est très mauvais. Nous travaillons sur une indexation des tarifs and people pick it to the increased services they are getting. Rather in simplified visuals. et de manière générale, les gens apprécient l'amélioration des services. With the other commodities they are buying, they normally easily get convinced that actually water is very, very cheap. And that has On leur donne à comparer le tarif de l'eau ainsi avec d'autres services et ils deviennent convaincus que ce qu'ils payent est en fait très bas pour l'eau. Voilà, sur ce, nous clôturons ce webinaire. Nous avons parlé des principes de paiement, de l'équité, de l'efficacité. Et Katharina a parlé d'équilibre, de recouvrement des coûts et d'abordabilité. Et puis, le mauvais côté, c'est pourquoi subventionner ceux qui ont les moyens, comment changer cela. Nous avons parlé de l'importance de bons services et nous avons vu que l'ingérence politique peut être réduite si les services sont bons. C'est vraiment à retenir. Les derniers points, et l'on voit vraiment une convergence d'opinions. Nous voyons que la gestion efficace de l'eau est importante et il ne s'agit pas vraiment d'augmenter les tarifs ou quand les augmenter, il s'agit de dépolitiser les tarifs et de pouvoir le faire pour pouvoir étendre nos services pour obtenir un accès universel et des services durables pour tous. Sur ce, je clôt cette réunion. Merci d'être avec nous. Nous attendons avec intérêt la poursuite de ces discussions. Merci aux participants et aux panélistes d'être avec nous.